Bonjour les gens, c'est Shark dans les locaux de Surveille Nature. Je vais faire une petite vidéo qui va être un peu un inventaire à l'après-vert, il y a un petit peu de tout. Mais suite aux questions que je vois dans les forums, c'est toujours un peu les mêmes choses. Qu'est-ce que vous avez comme couteau? Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que gna 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 gna. Donc là j'ai fait un truc sur les couteaux, un petit peu de moyen radio mais vite fait, sac à dos et pantalon. Voilà. Alors on va commencer par les couteaux. Alors les couteaux, ça va dans le sac avec une paire de gants. Bon, là c'est deux mains droites, mais j'ai 4 paires de gants, j'ai que des mains droites en ce moment. Peut-être falloir que je cherche un petit peu. Voilà, non, le couteau sérieux, ça va toujours avec une paire de gants. Les gants, il ne faut pas s'emmerder, des gants de cuir qu'on trouve à Dépôt Bricot à 5 ou 6 € à peu près. Mais couteau, gants, voilà. Alors les couteaux. Mon préféré, pratiquement, c'est le Mora Garber. Alors là, l'étui a été fait par... il était fait en Kydex par je sais plus qui d'ailleurs, m'a fait ça, une boîte. Voilà, le Mora Garber, pour moi, c'est le top du couteau de survie, du couteau à tout faire, etc. Alors, c'est pas un Bowie de 23 cm de lame, voilà, 10 cm à peu près de lame, assez épaisse, un tranchant, il n'y a rien à dire, un très bon manche avec un bon grip, full tang, voilà, un trou pour pouvoir passer une dragonne, c'est l'idéal, il n'y a pas de fioriture, ça vaut entre 70 et 80 €, et honnêtement, il y en a beaucoup qui parlent de EES, de tout ça, bon, je ne le connais pas, c'est peut-être un excellent truc, pour 3 fois le prix. Le Mora Garber, c'est pour moi c'est la valeur sûre, voilà. Toujours en restant dans les Mora, là c'est le Mora Compagnon, mais c'est le HD, c'est-à-dire c'est le même que celui à 9 € ou 10 €, mais la lame est plus épaisse, elle doit faire 1 mm de plus à peu près, et toujours la même valeur sûre. Alors par contre, c'est pas un full tang, c'est une soie qui est même pas traversante, donc évitez les gros travaux de bâtonnage. Ceci dit, le bâtonnage c'est essentiellement pour la frime, c'est une technique qu'il faut connaître, qui peut servir une fois de temps en temps si vraiment on ne trouve pas de bois sec sur les branches d'arbres morts. Donc on prend un morceau de bois, on taille pour arriver au cœur qui est à peu près sec. À la limite je veux bien, mais en gros le bâtonnage de grosses bûches comme ça, et puis taper avec un gros martyr dessus, costaud, c'est plus de la frime qu'autre chose. C'est comme la hache, ça sert à pas grand chose quoi. Voilà, et pareil, c'est un étui en Kydex qui a été fait par un groupe que j'ai vu sur Facebook qui s'appelle, je ne me souviens plus d'ailleurs. Alors l'étui en Kydex est assez sympa. Alors ça c'est un couteau que je porte en tour de cou généralement. Voilà. Là pour moi c'est le couteau du débutant, quelqu'un qui ne sait pas trop s'il va continuer dans la discipline, tout ça. Le petit Mora Compagnon à 10 €. Bon, c'est un tranchant, il n'y a rien à dire. C'est costaud, c'est fiable, c'est la bonne grandeur, c'est... Voilà, ça c'est l'idéal. Pour couper le saucisson, couper un bout de ficelle, couper un petit bout de branche, épointer une lance ou faire tous les petits bricolages, le Mora Compagnon, 10 €. Puis si vous le paumez, putain, vous avez paumé 10 €, quoi, c'est pas monstrueux. Alors, j'en ai fait un peu fini, moi, des noirs camouflés, etc. Sauf cas vraiment particulier, un truc fluo, orange ou vert, si on le laisse tomber, vous savez ce que c'est. On est dans la nature, il y a des feuilles mortes partout, il y a des branches, il y a des fougères, etc. On s'agenouille, on bricole un peu, le couteau on le pose à côté, on continue, et puis on se retourne, merde, et où est mon couteau? À qui c'est pas arrivé? Quand c'est fluo, ça se voit bien. Si jamais un jour il y avait besoin qu'on soit planqué, bon ben un coup de peinture noire, de la chambre à air autour, ce qu'on veut, on peut le camoufler. Mais bon, voilà, ok. Alors mon vrai coup de cœur, je ne l'utilise pas énormément quand je fais mes randos, etc. Parce qu'en rando, un couteau c'est pratiquement pas utile. Donc un petit couteau comme ça suffit largement, il est lourd. Mais c'est une émission que j'avais dans Wild, qui a été que j'ai customisé d'ailleurs avec mon nom. Et voilà, c'est le Will Steer, le Kodiak. Voilà, là c'est béton, ça il n'y a pas à dire, c'est
C'est un bon couteau, la lame longueur raisonnable, pour moi un petit peu épaisse, bon, full tang naturellement, avec un bon pommeau qui peut servir de marteau, un petit décapsuleur, je ne sais pas à quoi sert tout d'ailleurs. Voilà, là c'est l'encoche pour le fire steel, mais personnellement moi j'utilise le tranchant. Il y en a qui s'en souviennent, qui m'ont fait des réflexions là-dessus. Voilà, avec un bel étui. Un bel étui qui peut se porter aussi bien droit en port horizontal. Voilà. Le truc, c'est que c'est un truc à 300 € ou pas loin, et voilà, si je le perds, je pleure, quoi. Mais voilà, ça c'est vraiment celui qui veut se faire plaisir, le Willsteer Kodiak, voilà. Mais pour rester dans la marque Willsteer, d'ailleurs, j'ai la machette. Alors, machette en France, c'est inutile. Si j'ai une machette, c'est que, ben, d'abord, j'aime bien, hein, mais pour d'autres raisons. Et c'est une machette que j'utilise pendant mes expéditions en Thaïlande, quand je pars sur les plages, sur les îles, etc., pour couper une noix de coco ou la végétation qu'il y a là-bas. C'est une très bonne machette. Alors, j'ai viré le manche pour foutre un truc en paracorde. Ça me la personnalise un petit peu. Elle n'est pas trop grande, elle est assez efficace. Un étui tout à fait correct. Voilà. Alors je le répète une fois de plus, avec la végétation qu'il y a en métropole, une hachette ça sert à rien. On se fait plaisir avec de dire ah, j'ai une belle machette, mais l'utilité elle est zéro, quoi. Et dernier petit truc, alors celui-là je les porte pratiquement tout le temps. Alors c'est une petite pochette. Et dedans, j'ai un manche avec naturellement la lame. Mais si je dis un manche, c'est que avec... Ah oui, si je me coupe. Voilà, mais tiens, mais voilà le deuxième gant. Et pour une fois, c'est un gant gauche. Donc c'est bon, j'ai le gauche et le droit. C'est parfait. Alors, en plus de la lame, tout à fait interchangeable, j'ai des couverts, fourchettes, cuillères, outils multifonctions avec différents tournevis, clés, etc. L'ouvre-boîte avec l'ouvre-canette. Et je dois avoir aussi quelque part, normalement, la scie. Alors pour des sections qui sont comme ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire plus. Honnêtement, vous pouvez avoir à couper un bâton de marche, une canne, un truc comme ça. Et éventuellement des perches pour faire un brancard s'il y avait besoin. Couper des petites branches de ce diamètre pour vous faire un abri, voilà, bâton de marche, abri, je vois pas trop, un petit trépied, pareil, ça va être un truc comme ça, vous faites 3 branches, un petit bout de paracorde autour de ficelle pour faire votre trépied, pour suspendre votre gamelle dessus si vous voulez. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est un... Alors, là, on parlait de bâtonnage tout à l'heure, avec ce type de couteau, on va carrément le proscrire. On pourrait faire du tout petit bâtonnage. Un bâtonnage, hein, on rappelle, on tape là-dessus bien comme il faut. Normalement, il n'y a pas de risque, mais c'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour. Voilà, donc mon petit matériel. Le fire steel qui va avec, hein, forcément. Puis 2-3 bricoles pour allumer le feu très rapidement. Voilà, une compresse et puis la paire de gants qui va avec le couteau en permanence. Ça va. Ok. Ok, donc voilà pour les couteaux. Moyen radio, souvent les gens, qu'est-ce que vous me conseillez comme matériel fiable, etc. C'est pas la peine de chercher des marques hyper connues, hyper chères, tout ce que vous voulez. On les a testées. Moi je suis parapentiste, les radios j'en utilise beaucoup. Et en règle générale, c'est toujours la Baofeng qui ressort. Alors les séries UV, UV5, UV5R, UV5R+, là c'est la Baofeng GT3. C'est à peu près les mêmes caractéristiques, après il y a un peu plus de puissance, un peu moins, etc. Elles sont fiables, vraiment, on n'a jamais eu de problème avec. Elles ont une portée exactement comme les autres. L'utilisation, bon, les réglages, tout ça c'est un petit peu chiant, mais sans passer par un ordinateur, on a accès à toutes les fréquences classiques. Hein. Moi c'est essentiellement la FFVL et un canal de dégagement pour pouvoir parler hors canal protégé, mettons. Il y a une très bonne autonomie de batterie, et surtout, ça vaut allez, entre 25 et 35 € à peu près, un truc comme ça. On la paume, on pleure pas, ça c'est... voilà, ok.
Et là j'en ai une autre, c'est à peu près la même chose, hein, c'est une abri. Alors l'avantage de celle-là, c'est qu'elle a une gamme de fréquences beaucoup plus étendue, qui part de beaucoup plus bas et qui arrive beaucoup plus haut. Je ne sais pas m'en servir encore, hein, mais bon, avec une bonne antenne. Et voilà, là c'est plus un truc que j'utiliserai en période de survie, en période un peu trouble, en période un peu etc. À condition, alors, d'une, de savoir s'en servir, et de deux, avoir des gens, des copains, etc., qui ont le même système et avec qui vous pourrez communiquer, et avoir une liste de fréquences utiles. Avoir ça sans savoir s'en servir et sans savoir sur quel canal vous pouvez vous mettre pour appeler les secours, pour appeler tout ça, ça sert à pas grand chose, quoi. C'est comme tout, le matériel c'est bien de l'avoir, mais il faut savoir s'en servir. Petite parenthèse, pour en revenir au secourisme, oh, qu'est-ce que vous avez mis comme matériel, ah, ça c'est bien, j'en veux un, etc. Ouais, c'est bien. Mais passer un diplôme de secourisme, ça c'est déjà le premier truc. L'autre jour, je me suis pourri sur un forum avec un mec qui disait, ouais, alors c'était des sortes de série strip, mais qui sont par 4 ou 5. On l'applique sur la plaie, on serre, voilà, c'est pas mal du tout. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. D'abord, c'est pas sur une plaie saignante. Il faut que l'hémorragie soit arrêtée. Ensuite, il faut nettoyer. Ensuite, il faut désinfecter. Ensuite, voilà, ça se fait pas n'importe comment. Sinon c'est dangereux. Et ce mec disait, ouais, il faut pas protéger, il faut laisser à l'air libre, etc. Non, je suis désolé, mais le mec, il a tout faux. Et il disait qu'en survie, quand tu es sur son intelligence, c'est pas mes formations de secouriste, qui pour lui sont des formations de PD. Enfin, je ferme la parenthèse. Ok, on va passer au sac à dos maintenant. Un sac à dos, c'est un truc qui ressort beaucoup. Là, j'en ai sorti 4. Alors, le premier, c'est celui à la limite que j'utilise le plus en rando. En fait, c'est un sac de parapente qui est très pratique parce qu'il s'ouvre avec une fermeture sur toute la longueur, donc je peux avoir vraiment accès à l'intérieur. C'est du matériel très léger. Il a un confort de portage relativement bien. Hein. Il y a une plaque qui est un petit peu souple, rigide, on va dire. Donc il est très léger, il a une bonne capacité d'emport et il est assez confortable. Celui-là, je l'aime bien. Deuxième genre, alors ça c'est... moi j'appelle ça le sac bushcraft. En fait, ceux qui font du bushcraft, moi j'en fais pas. Hein. Généralement, ce sont des gens qui marchent peu. Ils laissent leur voiture, ils font 1, 2, 3 km dans la forêt jusqu'à leur camp. Et puis après, ils vont se poser là pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour faire leur camp, leur cabane, leurs meubles, etc. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un confort de portage extraordinaire. Par contre, il faut quelque chose qui puisse porter des choses lourdes, parce que c'est des gens qui ont des haches, qui ont, pourquoi pas une enclume. Bref, donc le sac F1 de l'armée, qu'on trouve pour vraiment pas cher, dans les stocks américains, vous allez sur Le Bon Coin, vous allez sur plein de trucs comme ça. Ça, c'est un truc que vous allez payer, moi je sais pas, 20-30 euros, peut-être moins. Hyper béton, alors vous pouvez le transporter comme un sac à dos, vous pouvez le transporter comme une valise. Il a une bonne capacité d'emport, c'est indestructible ce machin, c'est pas cher, c'est indestructible. Par contre, confort de marche, il est nul à chier. Mais bon, voilà. Donc ça, pour le sac de bushcraft, moi, ce que je conseille, c'est le vieux sac F1, le vieux sac de l'armée, là, il est très très bien. Toujours, alors là, celui-là, c'est mon sac à dos, on va dire, principal. Il est un petit peu plus lourd, il est un petit peu plus encombrant. Bon, une bonne capacité d'emport, hein, là déjà avec, là je peux déjà partir faire des expéditions, des trucs comme ça avec. Il a un excellent confort de portage, alors c'est un, si jamais j'ai retrouvé la marque, il me semblait que c'était Carimor qui faisait ça. Non, le Vector. Vector, alors c'est peut-être le modèle, et la marque c'est je sais pas. Mais enfin c'est un Vector. Il est hyper solide, celui-là ça fait presque 30 ans que je l'ai, ou pas loin, ouais, plus de 25 ans, il en a vu, il en a fait, donc relativement lourd, par contre il a un super confort de portage, et des fois il vaut mieux porter 500 grammes de plus ou 1 kg de plus de sac, mais qu'il fasse pas mal au dos, qu'il soit bien planté sur les hanches, tout ça. Voilà, c'est un sac à dos vraiment que j'aime beaucoup. Ouais, alors, tiens, petite parenthèse, le meilleur filtre à eau. Il y a plein de marques, il y a plein de trucs, les Lifestraw, etc. Pour moi, c'est le Sawyer S3. Pourquoi? Alors, la base est la même, hein, c'est le petit filtre, vous pouvez boire directement dans l'eau avec, un filtre comme les autres, pratiquement 99,9% des machins et tout. Mais il a
également une gourde qui est livrée avec une mousse à l'intérieur, une mousse avec du charbon, avec plein de produits, etc. Et là, non seulement ça filtre les virus, les protozoaires, etc., mais en plus ça filtre une partie des métaux lourds, tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau, des pesticides, des engrais, des machins comme ça. Et là, on peut boire dans pratiquement n'importe quelle condition, pratiquement n'importe quelle flotte. Alors évidemment, si vous mettez à la sortie d'une usine, je déconseillerais plutôt. Mais une eau qui est un petit peu douteuse, avec ça, voilà. Le revers de la médaille, c'est que ben, ça fait 100... Enfin, elle est plus de 100 euros. Voilà. Moi, voilà. Mais avec ça, je peux vraiment aller dans toutes les conditions. Alors, pareil, moi, je ne me promène pas avec 4 litres d'eau. Il y a un certain moment, moi, je pars avec 3 ou 4 litres d'eau. Putain, les gars, à moins d'être dans une région qu'on connaît parfaitement et on sait qu'il n'y aura pas d'eau, c'est en été, il y a la sécheresse, etc. Il faut arrêter, en France, il y a de l'eau pratiquement partout. Au cours d'une randonnée, on arrivera à trouver un abreuvoir à vaches, on arrivera à trouver un étang, on arrivera à trouver une rivière, un lac, un robinet dans un village, dans un hameau, une flaque d'eau, dans les étangs, un peu partout, il y a de l'eau. Donc si on a un bon filtre, il n'y a aucune raison de se charger avec 4 litres d'eau au départ. Moi j'ai ça. Et plus une petite bouteille, je ne m'emmerde pas, je prends une bouteille du commerce, une bouteille d'eau de 1,5 litre. Alors je choisis une bouteille qui soit un petit peu costaud, mais j'ai pas de gourde, des bidons, des trucs en machin et tout. Non, une bouteille d'eau classique, je pars avec mon 2 ml d'eau, ou j'ai même fait Vichy-Rouen en une étape, tout seul, les mains dans les poches. J'avais un tiers de litre d'eau, j'ai bu tout le temps. Je buvais mon eau, je m'arrêtais dans un bourroir à vache, je le remplissais, je buvais tout ce que je pouvais, et puis après je repartais, voilà, pas besoin de prendre 4 litres d'eau. Je vous dis, à moins en été, au fin fond d'un plateau au désert, où on sait qu'il n'y aura pas d'eau, mais bon, c'est pas la peine. Je ferme la parenthèse de tout ça, et je reviens au dernier sac à dos, qui peut avoir son intérêt dans certains cas, c'est un sac à dos étanche en fait. Ça c'est HPA qui fait ça, et c'est un sac à dos entièrement étanche. Alors, si on est dans une région particulièrement marécageuse, on sait qu'on peut avoir des rivières à traverser. En sac d'évac, par exemple, l'hiver, si on est dans un endroit où il risque d'y avoir une crue ou un truc comme ça, on fait son sac d'évac, comme je vous ai appris à le faire dans mes vidéos, on le ferme complètement, et puis là, on aura les affaires qui resteront au sec, qui pourront en servir de réserve de flottabilité pour traverser une rivière, voilà quoi. Voilà, donc le sac à dos étanche, pas mal. Ok, voilà pour les sacs.